Mesdames, et si nous jetions un pavé dans la mare? Disons-le franchement. 40 ans n'est-il pas le nouvel âge d'or des femmes en Afrique? Célibataires, célibatantes, célibatues, femmes de quelqu'un pour certaines, avec ou sans enfants, vous avez été d'une manière ou d'une autre mises en quarantaine. Alors la riposte s'organise. Je m'appelle Alexandra Ngan. Et à travers des conversations de femmes, nous allons révéler les pressions existantes pour savoir qui et si on nous déconfine ou non. Cap 40, même pas peur. La stérilité, on soigne ça comment? Comment vit-on le rejet de nos sociétés qui jamais ne mettent en doute le pouvoir reproducteur des hommes? Comment devenir mère sans pouvoir porter en son sein un enfant? Quels sont les impacts de l'infertilité sur la femme africaine? Comment traite-t-on l'infertilité? Monique Onomo-Jean et Juliette Bas sortent du confinement et nous parlent d'infertilité. Hystérectomie ou comment faire le deuil de l'enfant biologique par Juliette Bas. Lorsque j'y pense, j'ai le sentiment d'avoir été toute ma vie infertile. Je ne me souviens pas d'un seul moment où je n'ai pas essayé de faire un enfant. Ça a commencé très très tôt. Dès que j'ai su en fait que l'endométriose me poserait des problèmes de fertilité, je n'ai eu de cesse, comme une espèce de révolte et de rébellion, de tout faire pour tomber enceinte. Je n'ai jamais fait un test de grossesse qui se soit avéré positif. C'est vous dire. Et la seule fois où Dieu m'a fait la grâce d'une grossesse, j'ai avorté. Parce que je n'étais pas prête, parce que j'étais avec mon premier mari de l'époque, nous n'étions pas encore mariés, nous sortions ensemble depuis 3-4 mois, et j'étais sous pilule. Voilà, il ne travaillait pas, moi j'étais encore en train de faire mes études, donc il n'était pas question d'avoir cet enfant. Voilà. Donc j'ai cette image de quelqu'un qui essaye tous les mois de faire un enfant. Tous les mois. Je confonds les symptômes parce que les symptômes prémenstruels sont tellement semblables aux symptômes de la grossesse. Les seins gonflent, on a mal à la tête, on a le vertige, on a des nausées, on est fatigué, on est essoufflé, on a des crampes dans le ventre. Et ce moment où tu sens le sang qui coule et tu te dis « Ah mince, ce sera pas pour cette fois. Encore une fois, c'est pas la bonne. » Parfois même, je me souviens que malgré les règles qui venaient, je me disais « Mais il y a des filles qui sont tombées enceintes et qui avaient leurs règles. Peut-être que c'est ce qui m'arrive. » Alors j'espérais. Je pense que j'aurais senti, au bout de 4, 5, 6 mois de règles régulières, j'aurais senti un enfant bouger en moi, ça ne m'aurait pas étonnée. Tellement je pensais que j'allais tomber enceinte. Ça n'était pas possible de vivre ma vie sans connaître les joies de la grossesse et de la maternité. Premier mariage, premier divorce, deuxième mariage, deuxième divorce. Dans tout ça, des opérations pour l'endométriose, des grosses, lourdes interventions chirurgicales, des traitements hormonaux, des fécondations in vitro, des piqûres dans le ventre, des prises de sang, des échographies, des IRM, la planète entière qui sait à quoi ressemble l'intérieur de ta foufoune. Voilà, t'as l'impression de n'être qu'un morceau de viande, qu'un numéro sur une table d'examen. Et puis avec le temps, en fait, je m'intéresse de plus en plus à tout ce qui est naturel. J'ai toujours été passionnée de bien-être, de mieux-être. Donc, je décide à un moment de faire un break dans ma carrière journalistique. J'arrête la télé, la radio, je m'en vais en RDC avec mon deuxième mari et je reprends des études pour être naturopathe, professeur de yoga. Je passe une certification en aromathérapie, en massage ama, en réflexologie plantaire, en hygiène vitale, diététique et nutrition avec option rééquilibrage alimentaire. Et là, je commence à découvrir tout un tas de choses et
parce que j'avais aussi envie de m'intéresser à une manière plus saine de prendre en charge mon endométriose, je me tourne vers les médecines alternatives, les médecines douces, les médecines naturelles. Et je commence à manger moins de viande, puis plus du tout. Et puis je mange des fruits et des légumes crus ou très peu cuits. Et puis j'utilise les huiles essentielles, je fais des massages, je fais des cures de charbon, d'argile. Je me purge à l'huile de ricin, je fais des monodiètes, je fais des régimes, je fais des jeûnes hydriques, je fais des jeûnes secs. Et mon corps se transforme, je perds la graisse du ventre, ma peau est plus jolie, mes cheveux sont plus forts, mes ongles plus puissants, plus forts également. J'ai une meilleure énergie et je me dis que comme ça, je vais tomber enceinte, c'est obligé. Et puis je divorce une deuxième fois, alors le projet de bébé est un petit peu en stand-by. Et j'avance, cas un, cas un, comme ça... Toujours des règles douloureuses, mais un petit peu moins. Et puis, je rencontre mon mari actuel. Cette fois-ci, je sais que c'est la bonne. C'est une personne qui me ressemble, c'est une personne avec qui vraiment ça match. Je suis trop contente que cette personne soit dans ma vie. Et puis, j'ai moins de pression parce que c'est une personne qui est déjà papa 2 fois, qui a un grand garçon, une grande fille. Son garçon a 25 ans, sa fille a 14 ans. Et donc, je n'ai pas la pression. Je peux être tranquille. Il a envie d'un enfant avec moi, mais il n'y a pas de pression parce qu'il est déjà papa. Je ne remets pas en question son désir de paternité puisqu'il est déjà papa. Je tombe enceinte une fois. Je fais une fausse couche. Je tombe enceinte une deuxième fois. Je fais une fausse couche. Je tombe enceinte une troisième fois. Je fais une fausse couche. Et puis une 4e fois. Et je fais encore une fausse couche. Ça doit être la 12e ou la 13e de ma courte existence. Mais voilà, le temps passe. L'endométriose, malgré tout ce que je fais, continue d'avancer. Et si je n'ai plus de douleur, eh bien, c'est l'adénomiose qui a pris le relais. L'adénomiose, c'est la présence des cellules de l'endomètre qui sont à l'intérieur du muscle utérin. Et là, c'est catastrophique parce qu'elles attaquent carrément l'utérus. Et mon utérus se retrouve à tripler de volume, il se retrouve à saigner à l'intérieur. Et là, je me mets à avoir des règles hémorragiques. À chaque fois que j'ai mes règles, ça saigne, je n'ai plus de douleur, mais une semaine après, j'ai des règles pendant 3 jours. En fait, c'est pas des règles, c'est des saignements utérins. Et là, je suis très fatiguée, je suis anémiée, je suis épuisée, et puis surtout, je suis découragée. Et évidemment, la grossesse ne vient pas. Alors ça joue sur mon humeur, ça joue sur ma libido. Je travaille, à cette époque, j'ai une émission auto et tourisme sur TV5 Monde. Je fais le tour du monde, je rencontre plein de personnes, je fais des grosses interviews, je découvre plein de choses, j'essaye plein de voitures. On pourrait penser que j'ai une vie formidable, mais je suis toujours très fatiguée parce que c'est compliqué quand on est en tournage à l'autre bout de la planète de saigner pendant 3 semaines non-stop et de continuer de sourire en disant son texte au volant d'une voiture qu'on ne connaît pas dans une ville où on n'a pas l'habitude de conduire. Et puis à un moment, tout bascule. La maladie s'intensifie, je fais une septicémie. Je suis opérée d'urgence. Je retourne à la maison, je refais une opération, je retourne à la maison, je refais une infection et cette fois-ci, cette infection se solde par une hystérectomie. On m'enlève l'utérus. Voilà, on m'explique que là, les antibiotiques n'agissent plus, je ne réponds pas au traitement et j'ai, 1 minute pour décider, en tout cas pour accepter ou enregistrer qu'on va m'enlever l'utérus. Je vais mettre beaucoup plus de temps à le digérer. On me l'avait fait miroiter, on m'avait plus ou moins dit, il se pourrait que, voilà, on vous enlève l'utérus si jamais vous n'arrivez pas à faire un enfant, si jamais votre IRM montre que votre utérus ne peut pas supporter un enfant, si vous êtes en insuffisance ovarienne totale, ben là, il faudra envisager une hystérectomie. Entre-temps, je fais cette fameuse infection et on m'enlève l'utérus. Donc, je n'ai pas réellement eu le temps de me faire à cette idée. Et me revoilà au début de l'année 2020 avec cet utérus en moins, un mental de gagnante parce que je me dis il faut que ça marche, il faut que ça aille. Ça fait maintenant 1 an que tu es venue en France pour te soigner, que en catastrophe, tu as dû arrêter la télévision, la radio, tu as perdu ton travail, tu as perdu tes contrats publicitaires, tu as perdu tes contrats de communication, tu t'es mis au coaching à 100% parce que tu es professeur de yoga et naturopathe, c'est la seule chose qui te fait vivre, mais il faut que tu continues de te bouger. Et si tu veux recommencer la télé et la radio, il faut que tu te bouges. Et c'est à ce moment-là qu'arrive le Covid et le confinement et tout ce qui s'ensuit. Alors, je vais chercher du travail, mais la période n'est pas propice, évidemment. La période ne s'y prête pas. Tout le monde est frileux. Donc, je ne trouve pas de travail. J'essaye de faire des choses basiques.
et accessible, soi-disant, de la vente, du babysitting, même des ménages. Personne ne veut de moi. Et le jour où je reçois une réponse de KFC qui me dit « Nous sommes vraiment désolés, mais nous voyons dans l'obligation de répondre défavorablement à votre demande d'emploi », là je me dis « C'est vraiment la catastrophe ». Et je pense qu'avec tout ça, le fait d'être en France, loin de ma famille, loin de mes amis, sans utérus, et d'avoir essayé toutes ces années d'avoir un mental de gagnant, de me dire que ça allait aller, et surtout d'avoir cet espoir qu'un jour j'allais tomber enceinte, qu'un jour j'allais être maman biologiquement, eh bien tout ça en fait, à un moment ça pèse trop lourd. Et le truc avec l'hystérectomie, c'est que l'hystérectomie en fait, et c'est ce qu'on ne sait pas, c'est que ça met fin à l'infertilité. Ça arrête la course, ça arrête l'espoir, ça stoppe tout d'un coup, boum. Tant qu'on a un utérus, on se dit qu'il y a de l'espoir. Je suis quelqu'un d'immensément optimiste. Je me suis toujours dit, tu vas tomber enceinte, tu vas être maman. Un jour, Dieu te fera grâce, tu auras des jumeaux, des triplés, et tu verras, toi aussi tu seras maman. Toi aussi tu vas accoucher, toi aussi tu vas allaiter, toi aussi tu auras un ventre rond, tu vas te pavaner partout dans la ville et tu seras fière. Et l'hystérectomie met fin à tout ça. Et je me suis rendu compte en fait que toutes ces années, ce qui m'avait porté, ce qui m'avait aidé pour les monodiètes, les jeûnes, le yoga, la gym, le fitness, les traitements complémentaires, les potions amères, les écorces, les poudres que j'ai avalées, c'était ça, cet espoir de devenir maman. À partir du moment où je n'avais plus d'utérus, je n'avais plus aucune raison quelque part de prendre soin de moi. Et du coup, j'ai arrêté. J'ai pris 10 kilos. Je me suis mis à être insomniaque, à être complètement en dépression. J'ai touché le fond de manière claire et précise. Mon mariage en a pris un coup, mon humeur, mon moral, mon estime de moi. Je n'y arrivais plus. Je n'y arrivais plus. Il a fallu que je touche le fond, que je reste au fond quelque temps. J'avais fini par trouver ça confortable et que j'analyse mes démons un à un et que je comprenne que ce que je prenais pour de l'amour de moi, de l'estime de moi, c'était en fait simplement comme une carotte qu'on met devant un âne en lui disant « Vas-y, cours et tu auras la carotte ». Je faisais tout ça parce que je voulais tomber enceinte. À partir du moment où je n'ai plus eu d'utérus, c'est comme si je n'avais plus de raison aucune de prendre soin de moi et j'ai dû réapprendre à me dire « Juliette, tu vas manger sainement, tu vas faire du yoga, tu vas prendre soin de toi juste pour toi, parce que tu t'aimes et parce que quoi qu'il arrive, tu es sur cette terre-là pour prendre soin du véhicule que le bon Dieu t'a donné. Et que tu ne tombes pas enceinte et que tu n'aies plus d'utérus, ça ne justifie pas que tu te maltraites. Et je pense que c'est là que j'ai eu le déclic, que j'ai remonté la pente petit à petit, que j'ai repris mes activités de coaching et que j'ai retrouvé du travail comme coach mieux-être. On a commencé à me faire des vrais contrats et grâce à moi, beaucoup de femmes perdent du poids, arrangent leur mariage, retrouvent la libido, retrouvent l'estime d'elles-mêmes. Et j'ai compris beaucoup de choses. C'est très facile de parler d'infertilité quand on a encore son utérus. C'est très facile d'être optimiste. Une fois qu'on l'a perdu, il faut apprendre à faire le deuil de l'enfant biologique. J'ai envie d'adopter, j'adopterai très certainement. Mais il faut comprendre que faire le deuil de l'enfant biologique comme faire le deuil de son utérus, c'est quelque chose qui prend du temps. Et malheureusement, la femme en général et la femme africaine n'est pas accompagnée parce que tout ce qui touche à son intimité est tabou. Et c'est pour ça que je me bats aujourd'hui, pour que la femme africaine ait conscience qu'elle est une délicieuse imparfaite et que c'est très bien comme ça. Merci de m'avoir écoutée. L'infertilité du couple par Dr Monique Onomojan. La stérilité, on soigne ça comment? Plutôt que stérilité d'ailleurs, il est désormais admis que nous devons plutôt parler d'infertilité et de préférence d'infertilité du couple. Il n'est d'ailleurs pas anodin que l'on aborde plus souvent ce sujet dans des discussions au forum entre femmes, entre guillemets. En effet, c'est la femme qui porte le bébé et qui lui donne naissance, donc c'est sur la femme que porte la charge de cette infertilité qui est en réalité celle d'un homme et d'une femme ensemble. Une femme sans enfant est encore perçue en Afrique comme quelqu'un d'incomplet.
ces femmes se vivent comme incompétentes et se sentent totalement dévalorisées par la société. Dès les premiers mois qui suivent un mariage, les familles ont les yeux rivés sur le corps de la jeune épouse à la recherche de signes de grossesse, ce qui constitue une pression qui va aller en s'accentuant, surtout si cette grossesse tarde à venir. C'est pour ça que l'on voit souvent venir des femmes angoissées en consultation au bout de 4 mois seulement de vie de couple, sans contraception, qui s'inquiètent déjà d'une absence de grossesse. Or, il faut savoir qu'à chaque cycle menstruel, les femmes ont une chance sur 4 seulement d'être enceintes, même en ayant des rapports en pleine période féconde. On ne peut ainsi commencer à parler d'infertilité du couple qu'à partir de 12 mois de rapports sexuels réguliers non protégés. Il faut savoir qu'au bout d'1 an de rapports sexuels réguliers, 15 à 20% des couples n'ont toujours pas conçu, et après 2 ans, ce chiffre n'est plus que de 10%. Bien entendu, il est conseillé de consulter si la grossesse se fait attendre, mais pas avant 1 an d'essai dans de bonnes conditions. Par exemple, les couples qui vivent dans des villes différentes ou avec un membre du couple souvent absent n'ont pas les mêmes chances que les autres. Mais si la grossesse tarde à venir, il ne faut pas attendre trop longtemps en espérant que le problème se résolve tout seul. Beaucoup trop de couples, souvent encouragés par leur entourage, traînent des années avant d'être correctement pris en charge. Or, des solutions efficaces existent, mais attention, tout n'est pas possible à n'importe quel âge. Malheureusement, plus l'âge avance et plus les choses pourront être difficiles en termes de traitement et de résultats. Il faut savoir que la fertilité chute drastiquement à partir de 35 ans chez les femmes et qu'après 40 ans, devenir mère est un parcours plus long et surtout semé d'embûches. En effet, des pathologies peuvent apparaître avec le temps, comme par exemple des fibromes, qui vont compromettre les chances de grossesse s'ils ont une localisation près de la cavité utérine ou dans la cavité utérine. De même, on sait que les femmes naissent toutes avec un stock d'ovocytes à la naissance, et ce stock va en s'amenuisant au fil du temps. Et ça, on ne peut rien y faire. Ce qui fait que le nombre des ovocytes disponibles et la qualité de ces ovocytes qui vont être produits par les ovaires s'amoindrit au fil du temps, et qui va être plus difficile et plus long pour obtenir une grossesse non seulement spontanée, mais également en fécondation in vitro. Ainsi, en PMA, on obtient moins d'ovocytes à mettre en fécondation et ils sont de moins bonne qualité. Ce qui fait que les résultats de ces fécondations in vitro, qui sont de 40% de taux de grossesse par tentative à 30 ans, vont tomber à 5% seulement à 40 ans. Donc comme on dit, après l'heure, c'est plus l'heure. Bien sûr, nous connaissons toutes des femmes qui accouchent après 40 ans. Mais généralement, ce sont des femmes très fécondes, ayant déjà eu de nombreux enfants et qui n'ont pas besoin de traitement médical pour être enceintes. C'est l'exception qui confirme la règle, malheureusement. Donc, il est préférable de retenir que pour une femme, il vaut mieux commencer à envisager d'avoir des enfants, si possible, avant 35 ans. Et je sais bien que ce n'est pas facile. Maintenant, les femmes se mettent en couple plus tard, font des études, font carrière avant de penser à faire un enfant. Mais il est important de le savoir. L'âge du père également n'est pas anodin non plus. Il est établi maintenant que l'âge avancé du père, plus de 50 ans, est responsable de plus de fausses couches. Là aussi, du fait d'une moins bonne qualité des spermatozoïdes qui présentent plus d'anomalies chromosomiques. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand la grossesse tarde à venir? Bien sûr, aller en consultation avec son partenaire ou conjoint, car comme je l'ai dit, la grossesse se fabrique à 2. Et ça, c'est souvent la grande difficulté que les femmes rencontrent en Afrique. Le conjoint refusant encore trop souvent catégoriquement de les accompagner physiquement, psychologiquement et financièrement. C'est ainsi que nombre de femmes africaines font preuve d'énormément de détermination pour cette quête d'enfants, allant jusqu'à financer des traitements parfois très onéreux, toutes seules ou à l'aide de leur famille, alors qu'elles sont en couple. Elles subissent fréquemment seules toute une batterie d'examens de bilan, pas toujours très agréables, avec un conjoint qui refuse parfois de faire ses propres examens, en particulier ce fameux examen du sperme appelé spermogramme. Il m'arrive encore trop souvent de n'entrevoir le mari ou le partenaire que le jour d'une fécondation in vitro, la femme ayant fourni tous les examens du partenaire en question lors de multiples consultations préalables. Parce qu'en fait, ces hommes sont souvent tout autant, sinon plus, terrifiés par les résultats des différents bilans, craignant de voir leur virilité mise en cause alors que fertilité et virilité n'ont absolument rien à voir. Il faut savoir que les causes d'infertilité ont une origine féminine seule dans environ 30% des cas, une origine masculine seule dans 20% des cas, et une origine mixte, c'est-à-dire que les 2 membres du couple ont un souci dans 40% des cas. Et parfois, malheureusement, on ne trouve pas de cause identifiable, c'est ce qu'on appelle la stérilité inexpliquée dans 10% des cas. Après cette étape du bilan, des solutions existent pratiquement toujours. Mais là encore, la charge du traitement va être plus lourde pour les femmes.
Qu'est-ce qui peut être proposé? Alors, des interventions chirurgicales éventuelles, comme par exemple une désobstruction des trompes par une chirurgie à ventre fermé appelée célioscopie, ou bien une intervention pour enlever des fibromes mal placés, ou bien des traitements hormonaux pour stimuler l'ovulation en cas de cycle perturbé, ou bien des inséminations, c'est-à-dire une injection de sperme du conjoint ou d'un donneur préparé au laboratoire dans l'utérus de la femme, ou bien une fécondation in vitro, c'est-à-dire la rencontre au laboratoire entre les ovocytes de la femme obtenus par ponction et les spermatozoïdes du partenaire. C'est ce qu'on appelle la fécondation. Puis, on transfère ces ovocytes fécondés, qui sont maintenant des embryons, dans l'utérus de la femme. C'est dire que cette infertilité met à rude épreuve les couples les plus solides, tant l'intrusion médicale dans la vie de ces couples est importante. Les femmes peuvent aussi avoir à subir des changements importants dans leur corps et leur humeur du fait des traitements hormonaux. De même, lorsqu'il s'agit de faire une insémination ou une fécondation in vitro, le partenaire peut ressentir une pression très importante à devoir fournir du sperme sur commande. Et tout cela est source de tension dans le couple. Il ne faudrait pas non plus oublier les femmes sans partenaire qui, voyant l'horloge biologique tourner, se prennent en main et se lancent dans la procréation médicalement assistée avec un partenaire circonstanciel ou un donneur de sperme afin de pouvoir se donner la joie de devenir mère. Et ça, au fil du temps, j'observe que cette tendance se développe sans complexe du fait que de nombreuses femmes acquièrent de plus en plus une indépendance financière qui va leur permettre d'assumer seule une famille. Il ne faut pas croire que ces parcours de traitement soient simples. Il y a souvent de nombreux échecs avant la réussite. Pour ma part, dans ma longue pratique, j'observe que pratiquement tous les couples qui se sont accrochés et ont persévéré ont fini par avoir un bébé, même si cela peut prendre du temps. Donc il ne faut vraiment pas se décourager. Il me revient en mémoire l'histoire d'un couple que j'ai suivi pendant une dizaine d'années avant d'aboutir à une grossesse, puis une autre. On avait commencé par des inséminations avec le sperme préparé du mari en raison d'un problème masculin, et après 3 échecs, nous sommes passés en fécondation in vitro, et au bout de la 2e tentative, nous avions obtenu une grossesse, mais qui s'est soldée par une fausse couche. Ce fut un jour de désespoir total pour cette femme. Je ne savais vraiment plus comment la consoler. Mais après quelques mois, elle a eu le courage de recommencer une fille et elle a eu un joli petit garçon, puis un autre, quelques années plus tard. Donc en conclusion, je dirais que grâce à leur résilience et leur détermination face à un parcours du combattant, de plus en plus de femmes, de couples infertiles en Afrique pourront accéder à la maternité en s'y prenant suffisamment tôt. En espérant que ce podcast vous a plu, nous vous invitons à découvrir d'autres sujets des mises en quarantaine sur toutes nos plateformes de partage. N'hésitez surtout pas à nous faire part en commentaire ou message privé de vos avis et suggestions. À très bientôt.